Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le jour de la clôture du Grand Dialogue National, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a décidé de l'arrêt des poursuites judiciaires contre Maurice Kamto et compagnie. Pour Maître Jean de Dieu Momo, la libération de Maurice Kamto rentre dans la politique du chef de l'État, qui consiste à créer un climat d'apaisement, pour un retour à la paix au Cameroun. Quant à Eric Shingé, il trouve la libération de Maurice Kamto importante et nécessaire, puisqu'elle rentre dans le cadre de l'apaisement. Pour le professeur Wonan Guini, la prison a permis à Maurice Kamto de prendre du recul et de bien réfléchir. On voit donc qu'à la sortie de prison, le professeur Maurice Kamto a désormais des doutes qu'il ait marqué le penalty ou pas. La posture qu'adopte Maurice Kamto aujourd'hui laisse croire qu'il ne cherchera plus à défier les institutions de la République. Suivons maintenant les interventions des différents panélistes qui sont sur le plateau. Regardez. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévision. Merci à Bruno Bidjan pour le sommaire de la semaine, le sommaire de ce programme. On parlera d'abord du grand dialogue national et vers la fin du programme, on s'intéressera à la libération des personnes détenues dans le cadre de la crise post-électorale. On parle de Maurice Kamto et co-accusé. On va ensemble ce soir, ce jour, séjourner dans les principales résolutions qui ont été prises au cours du grand dialogue national. Et puis on verra comment l'implémentation va se faire. Ils seront 5 avec nous ce matin, mesdames et messieurs, 5 plus 1, puisque nous serons retrouvés par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Fam Ndongo, aux accablures de 12 heures. Accueillons d'abord, mesdames et messieurs, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, le ministre Jean de Dieu Momo est avec nous ce matin. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Monsieur Obama. Bonjour à tous les téléspectateurs de Vision 4. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Vision 4. Vous étiez participant au grand dialogue. Tout s'est bien passé? Oui. J'en suis fort aise. Tout s'est vraiment bien passé parce que ça a été un très grand moment, n'est-ce pas, de règlement des litiges auprès de l'arbre à palabre du Cameroun. Ça a été un grand moment de communion de notre population. Ça a également été un moment d'expiation, n'est-ce pas, de nos péchés, de nos querelles, de nos divergences. Ça a été un très grand moment d'union nationale. Et je pense que les Camerounais se sont regardés droit dans les yeux et ont dit à la face du monde ce qui les motive et ce qui les tend, vers où ils veulent aller. Je pense que le président de la République a très bien fait de convoquer ce grand dialogue national, qui a été un très grand moment dans l'histoire de notre pays. Et je pense que nous pouvons espérer que les suggestions qui ont été émises et qui ont commencé déjà à trouver une implémentation sur le terrain par le chef de l'État vont se poursuivre pour un apaisement de nos populations. Merci d'être avec nous ce matin, Monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes également le président du PADEC, c'est un parti politique au Cameroun qui a notamment soutenu la candidature du président Paul Biya à la dernière élection présidentielle. Il est journaliste, son nom a de la résonance dans notre pays, le Cameroun. Il a été présentateur vedette de la télévision publique camerounaise de 1984 à 1991, diplômé de Yaoundé 1 de Syracuse University, de Harvard University. Il est depuis peu directeur général de African Media Initiative. Il a également été responsable de la communication, directeur de la communication stratégique de la Fondation Mo Ibrahim. Nous avons l'honneur, mesdames et messieurs, d'avoir sur le plateau ce matin monsieur Eric Shingé. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci Ernest. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Les plus jeunes qui sont nés après 91 ne vous connaissent certainement pas, mais pour nous, c'est avec beaucoup d'émotion que nous vous accueillons sur le plateau. Il me semble que c'est la première fois que je me retrouve face à face ou à côté de vous sur un plateau de télévision. Un mot quand même sur le grand dialogue, globalement, tout s'est bien passé? C'est bien, le ministre vient de le dire. Je crois que c'est très bien passé en fait. Ça a dépassé mes attentes. Donc j'en suis fier et très content d'avoir participé. Maintenant, il faut qu'on garde le même élan et qu'on passe maintenant aux actes. À l'implémentation. À l'implémentation. Merci d'être avec nous ce matin sur le plateau. Il est là, il a toujours été là, il sera toujours là. Professeur à l'université de Yaoundé à 2 à Soie. Il est politologue, le professeur Mathias Eric Onangini était participant au grand dialogue national. Il est avec nous ce matin. Professeur, bonjour.
Bonjour Monsieur Obama et bonjour aux téléspectateurs. Ça va? On est là. Vous étiez dans la même commission que le Tout à fait. Eric La Tchinji. première fois que je vois mon petit frère La première fois? dans un De studio. près. Ah, d'accord, de Ouais, près. ouais, que je- Pourtant, vous partagez que plein de vous choses mettez en ensemble. Le face, prénom c'est Eric, très bien. par exemple, vous avez tous les deux le même prénom. Il a certainement été l'une des fiertés du grand dialogue national à côté du succès de la maestria du Premier ministre, chef du gouvernement. Donc, la conduite des travaux a été appréciée ici et ailleurs. Choisi par le chef de l'État pour être porte-parole du grand dialogue, il a montré qu'un journaliste peut bien porter la parole parce qu'il était près des journalistes, près de ceux qui s'occupaient du dialogue, et il a réussi avec succès son travail de porte-parole. Docteur Georges Iwane est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Ernest, je dis bonjour à tout le monde, mais particulièrement à mon très grand frère, Eric Tchinji. Je l'ai déjà dit avant, enfin devant lui, je crois qu'il est un exemple pour moi. J'ai essayé tout au long de ma carrière de suivre ses pas, mais c'est difficile. Bon, on essaie. Je dis bonjour au ministre et aux autres panélistes. Merci beaucoup de m'avoir sur ce plateau. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau ce matin, docteur Georges Iwane. Je vous passe mes félicitations pour le travail abattu, pour l'humilité et surtout votre présence, votre disponibilité. Je pense que peut-être que dans l'implémentation du grand dialogue, on devrait, je ne sais pas si on va garder le porte-parole du grand dialogue tout le temps jusqu'à la fin, mais il faudrait qu'on trouve un moyen que vous gardiez votre poste de porte-parole quelque part en tout cas. Il est juriste enseignant à l'université de Ngaoundéré. Il est le capitaine du parti Univers. Il a soutenu la candidature de Cabral Libi à la dernière élection présidentielle. Il était au grand dialogue national. Professeur, bonjour. Professeur Nkouvonde, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs de Vision 4 qui, pour l'occasion, sont aussi les miens. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau où j'ai le bonheur de retrouver mon ami, le ministre Moumou, même si c'est un adversaire sur le plan politique, je considère ça comme ça. Et je suis encore plus heureux d'être assis au milieu de mes estimés Georges et Eric, avec en face de moi le professeur Mathias Eric Ounangini. Je suis heureux d'être là. Je rappelle que le ministre d'État, le professeur Jacques Famdongo, nous retrouvera aux encablures de 12 heures. Professeur, on a vu une photo qui a fait le tour de la toile. Le président du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Cabral Libi, et vous-même, c'était la photo également illustrait le grand dialogue. Y a-t-il eu grand dialogue entre Univers et le PCRN? Non, on ne le dira pas. J'ai rencontré mon fils Cabral Libi. Il restera toujours mon fils. Et lorsque nous nous rencontrons au cours d'un événement comme celui-là, c'est avec beaucoup de bonheur que nous nous embrassons. Peut-être pas sur la bouche, mais nous nous sommes embrassés et nous avons fait des photos. Nous avons des relations humaines. Nous pouvons avoir des divergences de vues sur le plan politique et sur le plan de nos ambitions personnelles et donc aussi politiques, mais cela n'enlève en rien le fait que Cabral Libi restera toujours le fils de Nkouvonde. Je ne l'ai pas soutenu, je l'ai présenté à travers le parti Univers. Il a donc été le candidat du parti Univers à la dernière élection présidentielle. C'est avec beaucoup de regrets qu'on peut observer que les choses s'annoncent et ça se pointe à l'horizon qu'il ne le sera plus pour les prochaines élections présidentielles. Il ne me reste plus qu'à lui souhaiter bonne chance pour le chemin qu'il a emprunté avec son nouveau parti politique. Le PCRN. Mais pourquoi est-ce que cette photo gêne certaines personnes? Elle ne gêne pas, au contraire. Si on en parle Voilà, aujourd'hui, c'est non. parce qu'elle ne gêne pas. C'est C'est une photo qui est dans la mouvance du grand dialogue, c'est l'apaisement, d'ailleurs, le pardon, le dialogue, la réconciliation, comme le dit le ministre. Nous sommes là et bon. Et nous avons d'ailleurs pris rendez-vous, hein, je peux vous le dire. Rendez-vous. Rendez-vous pour discuter un certain nombre de choses. Et notre alliance est en vue. Et c'est pas ce que j'ai dit. Voilà, merci d'être avec nous ce matin sur le plateau. Je rappelle que le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a pris un acte fort
Vendredi dernier, c'était le jour de clôture du grand dialogue national. Il a décidé de l'arrêt des poursuites contre les personnes poursuivies, passez-moi l'expression, dans le cadre de la crise post-électorale. Et parmi ces personnes, il y a bien évidemment le professeur Maurice Kamto, M. Penda Ekoka, Albert Nzongan et bien d'autres personnes qui étaient détenues, qui ont été libérées hier. On en parlera vers la fin de ce programme. 24 heures auparavant, le président Biya a pris un acte fort également, la libération de 333 personnes détenues dans le cadre de la crise d'anglophonie identitaire. Le sujet sera évoqué au cours de ce programme. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Mesdames, Messieurs, ce matin, nous parlons également de la libération intervenue hier de Maurice Kamto et co-accusés, tous détenus dans le cadre de ce qu'on a appelé la crise post-électorale dans notre pays, le Cameroun, dans la mouvance du grand dialogue national après avoir décidé de libérer 333 prisonniers détenus dans le cadre de la crise anglophone. Le président Biya, avant-hier, vendredi, a donc décidé de l'arrêt des poursuites contre ceux-là qui ont effectivement été libérés. On souhaite d'abord recueillir les commentaires des uns et des autres, les réactions des uns et des autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'autres réactions, certains qui estiment que si on a libéré le professeur Maurice Kamto et co-accusé, pourquoi le chef de l'État n'accorderait pas la grâce présidentielle à certains qui sont déjà condamnés et ceux qui ne sont pas encore condamnés? On parle de Gervais Mendouzi, Jean-Marie Atanamabara, tous détenus dans le cadre de l'opération Épervier. D'abord, les réactions sur la libération, l'arrêt des poursuites contre Maurice Kamto, ce qui a conduit à sa libération. Monsieur le ministre. Oh, je pense que c'est fidèle à sa politique de détente, de réconciliation, de paix, puisqu'il est un mendiant de la paix, que le président de la République a décidé de cette libération du professeur Maurice Kamto et de ses militants et des autres leaders des partis politiques qui l'accompagnaient, comme Albert Zongan, comme Célestin Jamen, comme Maître Ndoki, ma consoeur. Je voudrais simplement dire que j'ai entendu les premiers propos de Maurice Kamto s'adressant à ses militants et il est revenu sur le mot paix au moins 3 fois. Et il a dit sa volonté de poursuivre une lutte politique républicaine et d'accéder au pouvoir par les urnes. C'est précisément le souhait du président de la République que les partis politiques et les formations politiques qui sont au Cameroun puissent exercer librement, n'est-ce pas, leur militantisme dans un cadre républicain, dans un cadre constitutionnel. Et donc je voudrais saluer cette libération du professeur Maurice Kamto. J'ai dit bienvenue, bon retour, n'est-ce pas, à la liberté retrouvée. Mais particulièrement, je voudrais dire un mot à ma consoeur Ndoki Michel, que on se souvient que dans une autre chaîne de télévision, et avant son arrestation, j'avais déjà adressé à son égard une espèce de conseil de grand frère. C'est par 2 fois elle a bénéficié d'un abandon de charge, d'un abandon de poursuite. Il faudrait qu'elle en profite, parce que son casier judiciaire, encore vierge, qui est redevenu vierge, pourrait être une entrave à l'exercice de sa profession. Le chef de l'État souhaite que chacun fasse la politique d'une manière propre, d'une manière républicaine. Il ne faut pas simplement confondre politique et activisme. Et donc, de ce point de vue, le message de paix du professeur Kamto à l'endroit de ses militants, je voudrais simplement espérer qu'ils vont l'entendre, que ce n'est plus la jatance, les haines, la guerre. Le président de la République a sifflé la fin, n'est-ce pas, de ce match post-électoral. Nous devons nous engager maintenant vers l'apaisement, vers la construction de notre pays, tous ensemble, avec nos idées, comme disait le professeur Kouvando tout à l'heure, avec nos disparités. Vous pensez que le professeur Kamto a changé? C'est la prison qui l'a transformé? Non, je pense que... Est-ce que c'est le même professeur? Je pense qu'il répond ainsi aux critiques qui lui ont été adressées.
Et il se désolidarise, je pense, des actions d'un certain extrémisme qui s'est développé en Occident et qui menace tout le monde. Et Eric Tinger le disait à l'entame, qui menace tout le monde et qui, comme ils sont en Occident, et ils sont dans des pays qui, ma foi, les autorisent à s'attaquer peut-être à des gens qui les protègent. Qui menacent. Je ne sais pas si ces pays les protègent, mais nous, on est un État de droit. On ne peut pas tolérer qu'un étranger soit agressé chez nous. D'accord. À plus forte raison, il ne faudrait pas que des pays qui se revendiquent de la démocratie laissent prospérer sur leur terre des extrémistes qui vont agresser des citoyens pour leur opinion. Tant que vous n'avez pas leur opinion, vous êtes un danger. Si on agresse Eric Tinger parce qu'il a participé à un dialogue national pour construire son pays, ça vraiment, je pense que c'est... Donc, non. D'accord, c'est compris. Aujourd'hui, nous allons emboîter le pas au chef de l'État. Le leader Maurice Kamto, qui est suivi par ces éléments, doivent également prendre place dans cette cité de la paix. Parce que c'est tous ensemble que nous avons construit ce pays, avec nous et non avec les étrangers. Je dis une chose pour sortir. D'aucuns ont invoqué sa lettre ouverte au secrétaire général des Nations Unies. Il n'y a pas de rapport. Même Jeune Afrique ce matin parle des discussions qui ont eu lieu. Est-ce que l'arrêt des poursuites émane de... Non. Je veux dire, quelle que soit l'origine, et ce n'est pas interdit qu'il y ait des tractations, n'est-ce pas? Quelle que soit l'origine, le résultat, nous voudrions saluer le résultat, c'est que les partis en conflit, puisque au sorti de la présidentielle, il y a eu deux partis en conflit, le parti du pouvoir auquel j'appartiens et l'autre parti de l'opposition incarné par le MRC. Une certaine opposition. Une certaine opposition, parce que Kouvondo n'était pas dedans. Donc, il y a il est de l'autre opposition. Donc, les deux partis se sont retrouvés, se sont réconciliés. Nous voudrions que cela aille de l'avant pour décrisper mais en même temps, c'est une leçon de démocratie. Il faut que les partisans des uns et des autres comprennent que la démocratie se nourrit également de nos divergences d'opinion et que nos divergences d'opinion ne doivent pas nous entraîner à sortir le couteau. Est-ce qu'il y a des risques le professeur Maurice Kamto lui-même a parlé des paix, oui. Mais certains de ses partisans annoncent des marches. Est-ce qu'il y a des risques s'il y a une autre marche à laquelle le professeur Maurice Kamto ne prend pas, est-ce qu'il peut encore être arrêté? Je ne pense pas, personnellement, que le professeur Maurice Kamto se risquerait à prendre part à une marche illégale. Et si certains de ses partisans venaient à le faire en violation de la loi, il est évident que le peuple sera pris à témoin que, malgré la magnanimité du chef de l'État, il y a quand même quelques personnes qui ne veulent pas respecter les lois de la République. Et à partir de ce moment, vous comprendrez que le ministère public n'aura pas d'autre choix que d'exercer ses attributions constitutionnelles et régaliennes. Eric Tinger, quelle est votre réaction après la libération du professeur Maurice Kamto? Je suis encore très touché par l'annonce de la mort de Bernard Mouna. Barthélémy Mouna, mais bon, j'espère que... Enfin, on verra après. Tout ce qui va vers l'apaisement dans notre pays, qui peut nous permettre, n'est-ce pas, de se retrouver autour des objectifs importants pour le pays, pour moi, c'est essentiel. Moi, je trouve cette libération comme nécessaire et importante. Et moi, j'espère que les gens vont accepter le retour de Kamto, n'est-ce pas, au sein de la famille et trouver le moyen de travailler avec lui et d'autres. Mon ami Penda Ekoka, grand économiste, travaille avec tout ce monde-là pour faire avancer notre pays. Professeur Nkumbondo, est-ce que certains estiment aujourd'hui qu'après la libération des prisonniers, des détenus dans le cadre de la crise anglophone, de Maurice Kamto, le président devrait étendre sa magnanimité à d'autres, Bendouze, Atana Mabara, Jean-Baptiste Nguinéfa, Inoni Efrem, tous incarcérés dans le cadre de l'opération Impervier, pour destriper
de manière globale et complète l'atmosphère politique au Cameroun. Permettez-moi de ne parler que du cas du professeur Maurice Kamto. Les autres, là, c'est leur problème avec les rangs dans lesquels ils étaient. Et ce que je vais vous dire, et je le dis tel que je le pense, cette libération dans les conditions où elle intervient me gêne énormément. Cela me gêne parce que c'est une sorte de récupération politicienne des instruments juridiques qu'on a à sa disposition. Et tout à l'heure, je vous parlais de la libération des prisonniers anglophones. On a attendu le moment du grand débat où tous les projecteurs sont braqués sur le Cameroun pour faire ce spectacle qui me gêne, comme je vous le dis. Mais au fond des choses, moi, j'aurais souhaité qu'il y ait un procès. Parce que, voyons-nous. Vous êtes contre la libération, contre l'arrêt des poursuites? Ce n'est pas ce que je dis. Je parle de ce qui se passe en ce moment. Et je m'explique. Un citoyen camerounais, candidat à l'élection présidentielle, est accusé d'un crime et des crimes abominables. Atteinte, toutes ces infractions, on n'en parle pas là-dessus, mais c'est très grave. Il risque jusqu'à la peine de mort. Donc, on jette l'opprobre sur lui. Est-ce que c'est vrai que Maurice Kamto est impliqué dans les attaques des ambassades telles que nous avons vues à travers les médias? Je n'en sais rien. Mais moi, j'attendais ce procès pour qu'on nous dise si c'est vrai ou si c'est faux. Je considère que cette libération, cet arrêt des poursuites, un peu trop précipité, c'est une façon de vouloir cacher quelque chose à moi et donc aussi au peuple camerounais. Nous voulons la vérité. Est-il coupable? N'est-il pas coupable? Parce que j'ai envie de dire que cette façon de procéder ne profite à personne, même pas à Kamto, parce qu'il restera toujours un doute. Est-il impliqué? N'est-il pas impliqué? Est-ce que ceux qui ont engagé les poursuites ont menti? N'ont-ils pas menti? On n'en sait rien. Mais tout porte à croire que c'est ceux-là qui ont engagé les poursuites qui n'ont pas dit vrai en l'accusant de ceci ou de cela, puisque ceux qui ont depuis les négociations... Le professeur Kamto n'a pas refusé de sortir. Le débat, ça c'est son problème. Moi je vous parle de ce que je pense de cette affaire qui concerne pas seulement Maurice Kamto, qui concerne l'ensemble des Camerounais. Nous voulons avoir la vérité. Il lui était meilleure façon de procéder que de laisser d'abord le procès se dérouler, qu'on confonde l'accusation, ou alors qu'on découvre que ceux qui sont poursuivis sont véritablement coupables, et à ce moment-là, les mécanismes juridiques de pardon auraient pu se mettre en branle. C'est ce que je suis en train de dire. Et j'ai le sentiment aujourd'hui qu'il s'agit d'une affaire entre copains qui se tiennent quelque part. Parce que le schéma tel que se présentent les choses, c'est qu'à un moment donné, ceux qui poursuivent se rendent compte qu'ils n'ont rien à dire et ils ont peur d'un procès public. Ils vont dans la nuit rencontrer le professeur Maurice Kamto et lui disent « Nous ne sommes pas en faute, on n'a pas d'éléments. Tradition, on a un peu menti. » Professeur, mais souvent, vraiment ces spéculations-là ne sont pas... C'est à moi que vous donnez la parole. Et, écoutez, je vous donne la parole, n'est-ce pas, nous le savons tous, Jeune Affaire l'a dit, et le ministre Momo qui est sur le plateau n'a pas démenti qu'il y a eu des négociations, qu'il y a eu des discussions. C'est moi de démentir. S'il y a eu des discussions, cela veut dire que c'est ceux qui poursuivent qui sont allés à la prison pour rencontrer l'autre. C'est ça qu'il dit. Donc, et sûrement qu'on lui a dit là-bas, écoute, monsieur le professeur, vous avez aussi un peu menti en disant que vous êtes le président élu. Nous aussi, on a un peu menti. Entre nous, menteurs, entendons-nous très bien. Ce que je dis, c'est ce que je pense. Et c'est pour ça que je sais de dire que cet arrêt de poursuite me gêne parce qu'on ne saura jamais la vérité. Déjà, il faut noter. C'est fini, on n'a plus assez de temps. Lorsque le professeur Maurice Kamto sort de là, il ne parle plus de hold-up électoral. Ça veut dire que sûrement, ce débat sur le hold-up a été posé sur la table des négociations. Merci, c'est compris. On va passer, docteur Georges Ewané. Qu'est-ce qui est important finalement? C'est le procès ou c'est la paix qu'on recherche? Je constate que les politiciens ne prennent pas les choses au sérieux, comme le professeur Koumvandom. Je suis désolé de le dire. On a un procès, on a ce qui s'est passé avec le professeur Maurice Kamto. Je
crois que tous les Camerounais savent ce qui s'est passé. Qu'ils soient libérés par négociation, parce que ce n'est pas ce qui est important pour le peuple camerounais. Ce qui est important, c'est la décrispation de ce climat. Il faut saluer. On ne peut pas revenir sur ce qui s'est passé avant sa libération. Je crois qu'il faut saluer l'acte présidentiel. C'est ça le plus important. L'acte présidentiel, et le président a laissé cette ouverture dans son discours du 10 septembre 2019. Il y a une ouverture pour la réconciliation, la libération, juste pour que le pays redevienne normal encore. Aux États-Unis, on va parler de « make our country great again ». Je crois que ce qui est important là, c'est de « make Cameroon great again ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé en dessous et tout ça? Bon, les policiers sont des ébouts, puisqu'ils discutent la nuit pour qu'on voit les choses en journée. Nous, on voit ce qui se passe en journée. Et on salue ce qui se passe en journée. Il y a 333 personnes libérées, ce qui est bien. D'autres disent que non, ce n'est pas suffisant. Oui, je crois qu'il y a possibilité de libérer d'autres. Il faut aller dans ce sens-là. Il y a le professeur Maurice Kamto, que je respecte beaucoup, qui a été libéré. Mon grand frère Eric le disait dans tous les plateaux. Vraiment, je le suis. Qu'il soit dans tous les plateaux, il dit que non, libérez-les, libérez-les. Des gens le disaient, le président a suivi. On les a libérés. On a arrêté les poursuites. Je crois que le plus important, c'est qu'on les a libérés et que le professeur Kamto lui-même, il prêche la paix. C'est le plus important. Le reste là, bon, est-ce que quelqu'un est influencé à gauche, à droite et tout ça, c'est les politiciens et moi, pour moi, en tant que Camerounais. Donc, dis à M. Wannick, je suis très sérieux quand je suis sur le plateau. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour... D'accord, non, je comprends. S'il vous plaît, professeur, vous êtes tombé d'accord, vous n'avez pas la parole. Le professeur ne veut pas qu'on parle. Peut-être qu'on lui laisse parler jusqu'à la fin. Merci. Merci beaucoup, docteur. Professeur Onanguini, finalement, le professeur Maurice Kamto est libre. Il est libéré par le président qu'on prétendait être illégitime. Il sort de prison, il ne réclame plus la victoire, mais parle plutôt de paix. C'est bon? On peut recommencer la vie politique normalement maintenant? Je commencerai par une chanson populaire qui dit, en parlant de Kondengi, qui est un symbole de la prison, Kondengi Anabe, c'est-à-dire que la prison est dure. Elle a donc donné l'occasion au professeur, à l'éminent professeur Maurice Kamto, de prendre du recul et de réfléchir. Et on voit qu'à la sortie de prison, il a des doutes sur le fait qu'il ait marqué ou pas le penalty. Donc ça veut dire qu'on progresse. On espère donc que ce retour à la politique républicaine sera durable, d'autant plus que manifestement une partie de ses soutiens en sont encore à la logique de l'affrontement. Je pense que c'est une bonne chose. Ça redonne au Cameroun l'occasion de revenir sur le terrain de la sérénité et que la classe politique s'occupe des vrais défis du pays, parce qu'il y a des défis structurels pour le Cameroun, des défis sur le terrain de la paix, des défis sur le terrain de l'économie. Je pense que c'est ça qui est important au lieu de faire des luttes stériles. Vous pensez qu'il y aura récidive? Est-ce qu'il y aura récidive? La posture qu'adopte le président du MRC semble indiquer qu'il ne va pas dans ce sens. Je vous ai dit que la prison est dure et elle donne à réfléchir. Est-ce que vous pensez que Mendouzi, Atanamobara, Jean-Baptiste Minefa, Inonier, Frem, Jidam, peut-être le 31 décembre prochain, devraient également bénéficier de la largesse du chef de l'État? Ça, c'est le président de la République. Vous êtes favorable? Je ne suis pas favorable. Ça, ce n'est pas mon affaire. Moi, je ne suis pas président de la République. C'est au président de la République de voir ce qu'il y a lieu de faire. S'il estime qu'il peut exercer son droit de grâce pour ses personnalités dans une volonté d'apaiser beaucoup plus l'espace politique camerounais, pourquoi pas? Parce qu'il y a des revendications. Sur la toile, on se rend compte que... Oui, bien sûr. Chacun a ses clubs de supporters, ça c'est clair. Chaque chose en son temps. Je crois qu'à un moment ou un autre, on en arrivera là. Mais il est aussi important qu'en termes de règles, les gens comprennent qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec le patrimoine de la République. Monsieur le ministre, on va mettre un terme à ce débat. On vous remercie d'être venu avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une possibilité également que le président aille au-delà des prisonniers politiques, du moins ceux qui ont été interpellés après l'élection présidentielle? Est-ce qu'on peut envisager des grâces pour ceux qui sont en prison, qui ont servi la nation pendant un temps? Ça, je ne sais pas. C'est vraiment une décision présidentielle. Mais seulement, ce que je veux dire, c'est que
quand j'écoute les gens, les réseaux sociaux, ce n'est pas précisément l'endroit pour avoir des informations et où apaiser. Vraiment, c'est un endroit fourre-tout. Et quand j'entends des gens qui parlent dans les réseaux sociaux, dans la rue, c'est comme si nous devrions fermer la prison, fermer le tribunal et puis on libère tout le monde. Je pense que c'est important aussi de penser aux victimes de temps en temps. Je vois des organisations des droits de l'homme, et moi j'en avais une avant, qui n'intervient que quand on a arrêté quelqu'un et mis en prison, un coupable, que le tribunal a déclaré coupable des exactions ou des crimes, et mis en prison. Le lendemain, toutes les organisations des droits de l'homme sortent et disent « libérez, libérez, libérez ». Personne ne pense à la victime. Est-ce que personne pense à cette gardienne de la paix qui a été décapitée, à ces nombreuses personnes qui ont perdu leur vie, la vie des membres de leur famille, les maisons incendiées? Est-ce qu'on pense à la victime dans la justice populaire? Parce qu'il s'agit maintenant d'une justice populaire sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'on a plus, je vais dire, de sympathie? On semble éprouver de la sympathie pour les accusés plus que pour les victimes. Donc, de ce point de vue, sans aller jusqu'à condamner à la place du juge, parce que c'est le juge qui condamne en fonction des éléments dont il dispose dans son dossier, et il appartient au président, une fois que ces condamnations ont été prononcées, de recevoir les recours en grâce ou les demandes, n'est-ce pas, de pardon, et de les examiner avec bienveillance. Dans le cadre d'une décrispation, moi je n'y verrai aucun inconvénient. C'est terminé, juste en un mot. Très très rapidement, je pense que pour la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, il y a une dimension spirituelle et culturelle à mener sur le terrain. Les chefs traditionnels, toutes les autorités coutumières doivent travailler au pardon. Parce que cette crise a détruit les bases de la coexistence là-bas et il faut que l'État les aide à reconstruire. Il y a même des rituels à faire, des rituels de purification à faire dans tout cet espace. On va sortir en permettant à Eric Tchingé de dire un mot sur le bâtonnier Ben Mouna, ex-bâtonnier, ex-procureur général du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui nous a quittés ce jour à Yaoundé. Oui, merci Ernest. Mais avant de le faire, moi, ce que je peux dire sur les prisonniers économiques, c'est que quand on leur demande de restituer l'argent, on en a besoin. Et restituer l'argent, on les libère. On les libère, oui. Est-ce qu'ils en ont? Sinon, enfin, on saura. Si on les accuse d'avoir volé, ils doivent en avoir. Cette question que Eric dit, c'est pas vraiment simple. Hein? Parce qu'en réalité, leur enfermement ne profite pas à l'État. La confiscation des biens n'est-ce pas, dans l'arsenal juridique dont nous disposons pour recouvrer ce que des gens ont impunément distrait. D'accord, c'est fini. Pour saluer quand même Bernard Mouna. Vous êtes avec lui au Rwanda? Mais bien entendu, c'est mon parrain pratiquement. Enfin, ici, c'est vrai qu'il est mort. C'est vrai, c'est confirmé parce que notre collègue Roland Akon nous dit qu'il a eu la confirmation à l'instant de Mme Amatou Mouna que Ben Mouna est effectivement décédé. Docteur Georges, allez-y. C'est fini, c'est terminé. C'est fini. Je voudrais revenir sur le grand dialogue national. Allez-y. C'est pour ça que vous êtes là, hein? Oui. Pour dire que ce qui s'est passé était magnifique. Que le grand corps de l'État... Miraculeux même. C'est même miraculeux. Il est temps de donner la chance aux Camerounais de vivre encore. Il est temps de donner la possibilité au président de la République de mettre sur pied et en place tout ce qui a été décidé. Il est temps de faire confiance au grand dialogue national. Mais il est aussi temps que les enfants qui ont pris les armes, qui puissent revenir à la vie normale, et que ceux qu'on a vus ici à Yaoundé, qui s'est passé pour des héros, moi je suis désolé, pour moi ce ne sont pas des héros, j'apprécie qu'ils soient sortis de la brousse et qui viennent au grand dialogue, qui puissent demander pardon. Parce que j'ai vu un commandant de l'armée du BI, quand l'un d'eux passait, il a reconnu ce monsieur. Il transpirait à grosses gouttes.
Il dit, je veux finir avec, on l'a arrêté. Il dit, non, ne le fais pas. Il dit, cet enfant a tué 2 de mes éléments devant moi. Il a tiré sur moi. Donc ces enfants doivent aussi demander pardon. Comme c'est la décrispation. Mais je vais conclure en disant que ce grand dialogue était nécessaire. C'était même un moment magique. Donnons la chance à ce qui s'est passé ici pour que ça soit implémenté et que la paix revienne dans notre beau et cher pays. C'est sûr, on va laisser la parole ministérielle, gouvernementale pour clore le débat. Oui, pour clore le débat, il dit que c'est sur cette fin-là qu'on a d'ailleurs interdit aux gendarmes d'avoir les armes dans la salle. Les premiers jours, nos gardes-corps rentraient, mais le deuxième jour, à cause de cet événement, parce qu'un gendarme pouvait les abattre, hein, les gens étaient... Donc vraiment, nous allons vers la paix, il faut que chacun demande pardon. Bernard Bouna, vraiment, je l'apprends avec une profonde tristesse. On était au tribunal pénal international au Rwanda, ensemble, et c'était vraiment un grand patron. Et en même temps, c'est un peu mon père spirituel. Vous savez que nous avons, lui, moi et Namjoya, nous avions créé un petit groupe d'opposants pour nous séparer de... Il y avait notre petit groupe. Et donc, vraiment, c'était un peu comme mon père spirituel en politique. Et je me souviens que quand mon père est décédé, c'est l'un des leaders politiques qui est venu et qui m'a accompagné jusqu'à chez moi, au village, avec Albert Zonga. Donc, je salue un grand homme chaleureux, quelqu'un vraiment... Enfin, je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin. On fait un clin d'œil à notre ami, justement, Albert Zongan. On a essayé de l'appeler hier pour lui dire bon retour à la liberté, mais son téléphone ne passait pas. On va dire merci à tous qui étaient avec nous aujourd'hui pour ce programme consacré au grand dialogue national. Je rappelle qu'à partir du 10 prochain, du 9 au 10, s'ouvre à Lyon, en France, la 6e conférence de reconstitution du Fonds mondial sur le sida. À Lyon, donc, en France. Vision 4 sera de la partie, vous permettra d'avoir toutes les informations nécessaires. On espère également que le Cameroun y sera représenté. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir été avec nous. Merci pour votre... vous êtes toujours là quand on a besoin de vous. Il y a un téléspectateur qui a envoyé le message. Qu'est-ce qui change quand on passe d'opposant à ministre? D'abord, le logiciel change. La vie aussi, je pense, hein, puisqu'on a un garde-corps, on a le tapis rouge, on a un grand bureau et tout ça. Pour ça, comment on n'en a pas ça? Non, mais quand même, je ne désespère pas de le convaincre de venir. Je ne désespère pas de convaincre mon ami Pouvondo. C'est fini le débat. Le grand dialogue national annoncé par le chef de l'État au cours d'un discours spécial à la nation le 10 septembre dernier s'est donc déroulé cette semaine au Cameroun. Ce matin, nous parlons et des résolutions et de l'implémentation à venir des résolutions qui ont été prises au cours de ce grand dialogue. Nous passons d'abord la parole au porte-parole du grand dialogue pour qu'il nous fasse la synthèse des principales résolutions qui ont été prises. D'accord, merci. Je crois que tout le monde a suivi en direct les recommandations et des résolutions. Mais ce qui est frappant, c'était ce statut spécial pour le nord-ouest et le sud-ouest. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et il y a aussi d'autres résolutions et recommandations. Le président du Grand Dialogue National lui-même les a énoncés, plus le secrétaire technique qui a fait le rapport général. Je crois que le plus important, comme je l'ai dit, c'est ce statut particulier qu'on donne aux régions du Sud-Ouest. Et fait d'ailleurs l'objet des discussions dans les... Voilà. C'était l'objet de... Voilà. Bon. Mais je ne peux pas entrer dans les détails en ce qui concerne ce statut particulier, pour ne pas dire des bêtises. Mais je crois que vous savez qu'il y a à un certain moment dans l'histoire du Cameroun, les régions anglophones avaient ce qu'on appelle le Southern Cameroon House of Chiefs. Je crois que ça serait ressuscité. Il y a les élections... Je n'ai pas compris. C'était... Southern Cameroon House of Chiefs. Assemblée des chefs, d'accord. Assemblée des chefs. Ouais. Je crois que c'est important, puisque c'est une culture. Ça peut être ressuscité dans le cadre du statut spécial. C'est possible, c'est même prévu, au cas où le président de la République accède à cette recommandation de résolution. Il y a l'élection des dirigeants locaux, c'est aussi possible, au moins dans ces deux régions-là. Et c'est prévu par la Constitution, c'est ce qu'on nous a dit. Donc je crois que
il y a une satisfaction totale pour les anglophones, pour tous les gens du nord-est et du sud-est qui faisaient partie de ce grand dialogue. Et même les échos qui viennent du terrain, c'est magnifique, les gens applaudissent des deux mains. Donc nous attendons tout simplement que ça soit appliqué, mais ça dépend aussi, vous savez, de la volonté du président de la République. Mais comme je peux prétendre un peu connaître le président de la République, je crois que ça va aller. C'est un homme de parole, la parole donnée, il exécute. D'accord. On parlera spécifiquement d'abord de ces statuts particuliers, puisque c'est celui qui intéresse beaucoup plus les Camerounais. Les autres résolutions prises, on dira un mot. D'abord, Eric Tchindjé, le statut particulier ou des régions anglophones peut-il régler le problème? Je ne sais pas, je l'espère. Pour le moment, cette question reste encore sans réponse du côté de beaucoup d'anglophones, surtout ceux de la diaspora, qui depuis hier ou depuis quelques jours tirent à boulet rouge sur nous tous qui ont participé à ce dialogue. J'ai vu juste avant de venir ici où non seulement nous dénonçait, mais ils ont lancé un appel à leurs sympathisants ici de nous arrêter et de nous tenir, de nous punir pour ce que nous avons fait. Pour avoir pris part au dialogue. Pour avoir pris part au dialogue. Donc, en fait, cela ne nous dérange pas. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Ce qui va me déranger, c'est si on n'applique pas certaines de ces résolutions. Et moi, je crie vraiment de tout cœur qu'on passe à ce stade-là, où on commence à poser des actes, exactement comme le chef d'État l'a fait. Et moi, j'applaudis vraiment l'initiative du président de la République. Et j'espère que ça va, nos amis ministres et autres vont se mettre au travail, vont retrousser les manches et se mettre au travail. Parce que votre gouvernement n'est pas connu pour l'exécution des décisions, monsieur le ministre. Je suis désolé de le dire. La crédibilité n'existe pas pour ce gouvernement, pour beaucoup de raisons. Et c'est ça qui pousse les gens à douter de cette décision de participer. Donc, en fait, il ne faut pas qu'on se voit le... Il y a des suspicions sur la capacité du gouvernement à implémenter les résolutions qui ont été prises. Et moi, j'espère de tout cœur, monsieur le ministre et nos amis, qu'on va le faire. On va voir la différence, comme ça a commencé d'ailleurs. D'accord. On va arriver. Je souhaite d'abord qu'on épluche les résolutions qui ont été prises. Maintenant, on posera la question de l'implémentation. Mais d'abord, une question pour vous. Est-ce que vous êtes satisfait par la méthode John Bouté? C'était extraordinaire. Voilà. Donc, extraordinaire. Vraiment, je le dis de tout cœur. Avant de passer la parole au ministre, je souhaite que le professeur Onangue nous explique, nous clarifie sur le cadrage, ou bien le cadre juridique, le cadastre juridique des statuts spéciaux et concrètement, qu'est-ce qu'on met dedans? Merci de me donner la parole. Je pense que dans nos discussions précédentes, j'avais déjà évoqué cette idée ici. Quand il y a un conflit politique et social, on ne peut en sortir qu'en cherchant des points de compromis et des points d'équilibre. Et le statut spécial, c'est un point d'équilibre entre ceux qui défendent le modèle de l'État unitaire décentralisé dans son expression actuelle et ceux qui défendent le modèle de l'État fédéral, particulièrement un État fédéral à deux États qui représentent la biculturalité francophone-anglophone. Le statut spécial, les régions à statut spécial peuvent exister aussi bien dans les États unitaires que dans les États fédéraux. Si vous prenez la Fédération de Russie, il y a des États fédérés, mais aussi des régions spéciales. Donc c'est une formule qui permet de prendre en charge des nécessités qui existent dans certaines régions. Comme l'un des nœuds de la crise, c'est la revendication de la spécificité historique et culturelle des régions du sud-ouest et du nord-ouest, dites régions anglophones. Pour pouvoir le traiter, il faut un aménagement politique qui permet donc d'intégrer l'idée de spécificité. Et comme le disait le docteur George Ewane, en termes d'organisation institutionnelle, ça peut correspondre à un dispositif dans lequel on va remobiliser des formules institutionnelles qui existaient dans la gestion politique passée de ces régions. Par exemple, la House of Chiefs.
on peut introduire la House of Chiefs, on peut introduire une formule particulière en termes d'assemblée régionale et un conseil exécutif régional. Ça peut prendre ensuite un aménagement normatif, comme dans la discussion qui s'est reflétée par exemple dans les commissions sur le bilinguisme et particulièrement les commissions sur le système judiciaire et sur le système éducatif. La revendication de la spécificité est revenue. On peut tout à fait dire que les institutions régionales vont s'occuper de manière prioritaire de la mise en œuvre de ces spécificités dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du droit, au-delà même simplement du droit judiciaire. Et pour le reste de l'exigence, elle sera prise dans l'État central, dans les autres régions du Cameroun, parce qu'il y a des Camerounais d'expression et d'origine anglophone ailleurs au Cameroun. Il faudra bien y protéger aussi dans une certaine mesure la spécificité. On peut ajouter également dans les domaines matériels, les domaines en termes normatifs, la gestion du développement social et économique dans une conjoncture où ces régions, et c'est le plus grand problème, ont vu leur économie détruite. L'économie est strictement détruite et dévastée, ce qui va poser un problème d'harmonisation par rapport aux autres régions. Et donc là, quand il y a ce genre de situation, on met en place des dispositifs comme des missions spéciales de reconstruction et de développement. Voilà un peu l'expression que ça peut... Ça permet de gérer. Est-ce qu'il y a un temps... Non, il a une base constitutionnelle. Article 62, alinéa 2, prévoit la possibilité d'aménager les régions à statut spécial pour certaines régions en raison de certaines exigences. Ici, vu la circonstance de la crise, on ne peut pas dire que le problème ne se pose pas. Donc, toutes les conditions sont réunies de manière objective pour que ces régions aient droit à un statut spécial. Maintenant, comme le disait M. Eric Tchindjé, dans le processus, la matérialisation doit se faire avec une certaine rapidité. C'est essentiel parce que c'est un problème de cohésion nationale. Au-delà des deux régions anglophones, comme on dit, c'est un problème de cohésion nationale. Pourquoi? Parce que cette conduite rapide va non seulement permettre de gérer les problématiques spécifiques qui ont été posées dans le nord et le sud-ouest, mais on va donc à l'occasion activer aussi la régionalisation dans les autres régions pour ne pas provoquer un autre problème venant des autres régions. D'accord. Donc, il faut que les Camerounais comprennent, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à discuter sur pourquoi eux, ils ont la région à statut spécial. Non, il y a des conditions particulières. Vous savez, moi, j'ai toujours contesté certaines choses, mais en même temps, j'ai toujours eu à dire certaines choses. L'élément de spécificité ne se discute pas. Ce que moi, je remettais en cause, c'est que ces spécificités détruisent le cadre national. Tant qu'elles ne détruisent pas le cadre national, il faut en tenir compte. Le régionalisme asymétrique, c'est une technique qu'on utilise ailleurs. Le Cameroun n'a pas inventé ça. On prend en compte les situations spécifiques et on aménage ça dans les institutions. Maintenant, pour que ça ne crée pas de problème, il faut donc conduire les réformes de la décentralisation très rapidement pour que l'ensemble des Camerounais qui expriment, et ça s'est vu au grand dialogue national, ce besoin d'autonomie soit satisfait. Et c'est important que le président de la République, dans la continuité, puisse le faire. Monsieur le ministre, sur la toile, les gens estiment que notre région devrait justement bénéficier de ce statut spécial. On parle notamment de l'extrême nord où la pluviométrie laisse régulièrement des séquelles. Il n'y a pas une crainte qu'il y ait comme une sorte de soit flambée, soit des réclamations d'autres régions qui souhaiteraient avoir ce statut spécial? Oui, j'ai bien entendu cela, que plusieurs régions et beaucoup de chefs également demandent à avoir ce statut spécial, ce qui est légitime, je pense, n'est-ce pas? Mais simplement, il faut une programmation et qu'il faut un timing. Il faut pas simplement... Je pense que le gouvernement prend en compte cela, ces revendications régionalistes. Et le chef de l'État, dans un tweet que j'ai lu, a bien salué, n'est-ce pas, toutes les contributions que nous avons émises dans le grand dialogue et qu'il va en tenir le plus grand compte. Donc, voyez-vous, ici, et je rejoins immédiatement le professeur Mathias Eric Olanguini, la situation spécifique du nord-ouest, des populations du nord-ouest et du sud-ouest
doit être prise en compte et rapidement pour, n'est-ce pas, pour rejoindre l'équilibre, maintenir l'équilibre rompu par la crise. Ça va en droite ligne d'ailleurs de notre politique de l'équilibre régional, parce que cette crise a, je vais dire, diminué les potentialités économiques du nord-ouest et du sud-ouest. Il faut rattraper. Et les gens ont détruit les ponts, l'économie, la CDC, qui était le flairon, est pratiquement tombée. Il faut reconstruire. Et donc on ne peut pas, en même temps qu'on va reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest, on ne va pas abandonner les autres, certes, mais on va avoir plus d'argent, plus de moyens, plus de ressources seront investies dans ces régions. Et la revendication de statut, ce statut qui est d'ailleurs constitutionnel, comme l'a rappelé Mathias tout à l'heure, n'est pas en contradiction avec la politique du gouvernement. Et n'est également pas en contradiction avec les revendications des autres chefs. Parce que voyez-vous, ce que les autres chefs du Nord, de l'Ouest comme de l'Est disent, que ce sont les chefferies traditionnelles qui implémentent le développement dans leur région, dans leur village. Et c'est vrai, dans mon village, c'est nous qui faisons les routes. C'est nous qui traçons les routes et l'État ne vient qu'après. C'est nous qui décidons que pour que les enfants puissent avoir des lots pour se construire, il faut qu'une route passe ici. Et c'est donc ces populations, sous la conduite du chef du village, qui implémentent. Donc la revendication ici, c'est que ces chefs-là souhaiteraient être pris en compte également comme les chefs, n'est-ce pas, dans le sud-ouest et dans le nord-ouest. C'est cette revendication-là. Dit, la mairie, c'est très bien, mais nous aussi, il faut il faut penser à la House of Chiefs, comme on a dit, qui permet que les chefs puissent implémenter la politique gouvernementale directement dans leur propre village. Ce serait pas mal non plus qu'à côté de la mairie coexiste, n'est-ce pas, d'une manière institutionnelle. Est-ce que la régionalisation ne règle pas déjà le problème? Je me trompe. Non, si vous permettez, il faut que les Camerounais comprennent une chose. Il y a un problème structurel, qui est lequel? Vous avez ce qu'on appelle les francophones, qui sont automatiquement majoritaires. Vous avez de l'autre côté les anglophones, qui sont automatiquement minoritaires. Ça crée automatiquement une tension. Ça veut dire que les gens qui sont en situation minoritaire se sentent toujours menacés. Donc, le régionalisme asymétrique, c'est pour compenser l'écart. Les problèmes que les chefs posent peuvent être réglés dans le cadre de la régionalisation. Il y a d'autres techniques qui peuvent permettre de le régler. Mais pour assurer la stabilité du Cameroun, il faut maintenir cet élément de régionalisme asymétrique. Parce que c'est ça qui va faire l'équilibre. Si vous le détruisez, on revient au statu quo. Puisque le problème qu'il y avait lequel, c'est pour ça que la commission 8 était particulièrement décentralisation. Décentralisation et gouvernement local. On revient au statu quo, puisque vous aurez donc les mêmes aménagements dans toutes les régions. Les gens vont dire, mais finalement, on n'a pas avancé. Donc, il faut être conscient de la situation générale. Monsieur le ministre, donc le statut spécial, vous êtes d'accord avec la résolution qui a été prise? Tout à fait. Je pense que c'est logique, n'est-ce pas? Pourquoi nous nous sommes réunis, finalement? C'est parce que les autres se sont plaints. Et à juste titre. Quand dans un foyer, dans une maison, un enfant pleure, on s'arrête, on demande qu'est-ce qui se passe. Et on essaie de résoudre le problème. Donc ici, nous avons vu que les populations du Nord-Ouest, évidemment, qui ont été divisées avec les autres par la barrière linguistique, posent un problème de spécificité qui doit être réglé. C'est vrai que les autres veulent profiter de ça pour régler aussi leurs propres problèmes locaux, ce qui est légitime. Mais il est urgent qu'on règle le problème dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, pour obtenir l'équilibre et l'harmonie que le chef de l'État... Est-ce que ce n'est pas le saupoudrage, monsieur le ministre, le statut spécial qui a été finalement arrêté au cours de ce grand dialogue, et c'est bien dans la Constitution? Pourquoi ne l'avoir pas implémenté avant? Est-ce que ce n'est pas un moyen pour le gouvernement de fuir le fédéralisme qui était souhaité par l'immense majorité de ceux qui étaient à la commission 8
relative à la décentralisation et le développement local. Nous y voilà. Et vous faites bien de dire l'immense majorité de ceux qui étaient à la commission 8, parce que ce n'est pas la majorité de la population qui souhaite ça. Ça, c'est un autre débat. Non. Ce n'est pas pour fuir devant les responsabilités. Le chef de l'État, je ne pense que il est la dernière personne qui fuirait devant ses responsabilités. C'est quelqu'un de tout à fait responsable. Et je crois que c'est quelqu'un d'expérimenté, qui a l'âge qu'il faut. Mon ami Kouvondo s'en souvient. Qui a l'âge qu'il faut pour ne plus subir les pressions d'où qu'elles viennent. Et donc, de ce point de vue, dit qu'on ne l'a pas implémenté alors que c'était dans la Constitution, et il n'y avait pas lieu à l'implémenter alors qu'il n'y avait pas un besoin. Puisque ce besoin, ce qui est exprimé dans la Constitution n'est pas spécifique aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ça peut revenir effectivement dans les populations du Nord, comme vous parliez tout à l'heure, avec la crise de l'extrême Nord, avec l'inondation, etc. Oui, on peut implémenter ça là-bas, partout dans la République. Donc c'est un article de la Constitution qui est prévu pour l'ensemble du pays. Et c'est arrivé que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont les premières n'est-ce pas, à être exposées à la division, à être exposées à la désharmonie. Et comme il faut harmoniser, il faut donc implémenter, appeler au secours l'article 62 alinéa 2 pour implémenter cette politique du gouvernement. D'accord, c'est compris. Allez-y, Dr Georges. Il y a eu d'autres recommandations très importantes. Par exemple, moi je suis du Sud-Ouest. Pour aller dans le Nord-Ouest, c'est plus facile de passer par Kumba, Tombel, Loum, l'Ouest et aller dans le Nord-Ouest. Or maintenant, pour aller dans le Nord-Ouest, venant du Sud-Ouest, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes obligé de revenir vers Douala, peut-être prendre la route maintenant vers l'Ouest. Alors il y a cette tronçon, cette route, je crois que c'est la nationale numéro 16, je peux me tromper, qui est très importante, qui est vraiment la route de la réunification. Pour moi, la route de la réunification, ce n'est pas vraiment le Tico-Douala. C'est cette route-là de Kumba-Loum. Et j'étais content d'entendre cette recommandation. Il faut construire cette route de Loum, Tombel, Kumba. Et ça désengorge complètement toutes ces régions. Je crois que c'est une autre recommandation qui est très importante. Et ça fait même partie des revendications des anglophones, qui a été finalement recommandée cette fois-ci par la grande commission nationale. Il y a aussi des aéroports. Vous connaissez l'aéroport de Bamenda, qui se trouve à Bafout, I think so. Et il y a l'aéroport de Tico, qui est un grand aéroport international. Qui, là, aujourd'hui, je crois que c'est les femmes qui sèchent les habits, autre chose là-dessus. Il y a une forte recommandation qu'on réhabilite cet aéroport. Il y a aussi le port en eau profonde de Limbe. Donc, toutes ces recommandations-là vont de pair avec Tico, avec ce qu'on a appelé le statut spécial. Donc, je crois qu'il y a plein de choses qui ont dans ce statut spécial. Et je voudrais dire que les gens ne comprennent même pas la différence entre le fédéralisme et la décentralisation. C'est-à-dire, on mélange les deux. Je crois qu'il est temps qu'on explique aux Camerounais. C'est le travail du professeur. Quelle est la différence entre un État fédéré et un État décentralisé à statut spécial? Je crois que ceux qui sont dans ces deux régions-là vont beaucoup plus embrasser un État décentralisé à statut spécial qu'un État fédéré. Professeur Nkumvodo, on va vous écouter, après on posera la question de l'implémentation. C'est le plus important maintenant. Vous avez écouté le ministre Jean-Didier Momo sur la question du statut spécial. Peut-être vous avez un mot à dire également sur la tenue des travaux de ce grand dialogue national. Oui, j'ai été invité à ce grand dialogue. Et d'ailleurs, j'étais membre de la commission 8, d'où est issue cette proposition de statut spécial. Et là, je dis que j'ai envie de saluer le ministre Akame Foumou qui nous a sorti du pétrin dans lequel nous étions, parce que ça allait un peu dans tous les sens. Déjà, il faut savoir que dès le premier jour, il y a eu ce débat très houleux entre les fédéralistes et les décentralistes. Et ce qui m'a particulièrement gêné, c'est le fait qu'on n'ait pas la patience d'écouter ceux qui veulent s'exprimer, même s'ils disent des choses qu'on ne va pas retenir. Et moi, ça m'a énormément gêné. C'était le premier jour. Ça, c'était le premier jour. Je pense que le tort a été réparé. Oui, le lendemain, les choses sont revenues
à peu près à la normale. De toute façon, vous voulez que nous parlions de statut spécial. Moi, je dis, j'ai applaudi les deux mains lorsque le ministre Akami Foumou a pris la parole et il a fait cet exposé ô combien brillant et édifiant. Et j'étais juste à côté de lui, je n'ai pas manqué d'aller lui serrer la main pour dire voilà la solution au problème. Il y a un débat, bien évidemment, entre le fédéralisme, le décentralisme. Pour moi, c'est une question de degré. Il faut amener les populations elles-mêmes à s'occuper de leurs propres problèmes au regard des spécificités de leur région. Et je ne pense pas un seul instant que la diversité dans la vie devrait conduire à voir les choses comme si on n'était plus dans un bloc commun. Regardons un peu sur ce plateau. Nous sommes au cours d'une émission, mais chacun a son vêtement avec une couleur différente du vêtement de l'autre. Mais nous sommes réunis autour. C'est de cela qu'il s'agit. Nous avons un pays, un État unitaire, mais on doit tenir compte des diversités. D'ailleurs, il faut savoir que ces diversités existent dans la pratique. Je peux vous dire, moi qui ai le privilège de parcourir le Cameroun de l'extrême nord à l'extrême sud, quasiment une fois par mois, je découvre ces diversités sur tous les plans. Si je vous dirais que lorsque vous êtes dans le Grand Nord un vendredi, ça n'a rien à voir avec un vendredi dans le Grand Sud Cameroun. Sur le plan de la communication, vous allez vous rendre compte que dans le Grand Nord, quasiment tout le monde s'exprime en Fulfulde. Et vous allez dans le Grand Ouest, vous allez voir que le pidgin est une langue qui passe dans les communications. Vous allez au centre sud et l'est, vous allez trouver qu'il y a une langue qu'on appelle le Mongo-Ewondo. Donc il y a trois. Mais au-dessus de ça, nous pourrons avoir des langues officielles, dont la diversité dont on parle. Donc vous êtes favorable au fédéralisme communautaire proposé par Cabral? Ce n'est pas ce que je dis. Je suis pour la décentralisation, encore qu'il ne s'agit que des mots lorsqu'on parle de fédéralisme ou de décentralisation. Je dis il faut amener les citoyens à gérer leurs propres affaires. Qu'on comprenne que une table ou un banc à l'école de Kolfata peut ne pas être du même goût pour les élèves du nord-ouest et du sud-ouest. Il est important. Et vous comprenez combien de fois j'ai salué cette proposition qu'on fera donc à celui qui a commandé le dialogue. Il est important que nous comprenions que nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest ont vécu de 1916-1917 de 1916 à 1961 une culture managériale différente de celle que de notre côté, chez les ex-francophones, on a vécu. Il est donc important que nous le comprenions. Mais seulement, il faut bien le dire, le débat s'est arrêté à le thème spécificité. Donc ce qui est important maintenant, c'est d'aller discuter avec les populations de ces régions-là pour que celles-ci nous disent elles-mêmes qu'est-ce qui doit constituer la spécificité dont on parle. Vous comprenez? Ce n'est pas le chef de l'État qui détermine ce qui est spécial. Parce que la loi, à ce niveau, il y a quand même... Le chef de l'État, il faut bien le dire, doit se comporter en serviteur de son peuple et non en dictateur. Il est au service du peuple. Il doit se plier aux desiderata de son peuple. Sortons de cette histoire où quelqu'un est assis à Yaoundé, dans un bureau feutré d'étoudis. Il n'était même pas au colloque, parce qu'il devait lui-même être... On parle du grand dialogue, on ne parle pas du présent. Je parle de ce grand dialogue. Non, une recommandation de ce grand dialogue aussi, c'était la libération et la décrispation du climat social. On en parle derrière. Oui, pour répondre un peu au professeur, que juste avant même la fin... C'est pour dire que le dialogue, dans un fauteuil feutré, en quelques 4 ou 5 jours, on ne peut pas trouver toutes les solutions. C'est illusoire. Le dialogue dont on parle doit donc se poursuivre. Puisque nous parlons du nord-ouest et du sud-ouest, on doit désormais mettre les gouverneurs de région, les maires, les préfets, les sous-préfets, on doit désormais les impliquer dans le dialogue, qu'ils recueillent au quotidien les désirata, qu'ils en fassent des synthèses qui pourront donc remonter à celui qui a commandé
le dialogue. Ça prendra beaucoup de temps. On a un problème de... La construction, oui, le dialogue est permanent. La construction d'une nation prend du temps. On ne construit pas une nation en 5 jours. On la construit en 50 ans, en 60 ans, en 70 ans. Mais l'important pour nous, et là il faut saluer l'avènement de ce dialogue, c'est qu'il y a un processus qui est déclenché désormais. J'espère simplement que le processus va suivre son cours normal en termes de débat avec les populations. Et nous ne souhaitons d'ailleurs pas que les choses s'arrêtent au nord-ouest et au sud-ouest. J'espère donc aussi qu'il y aura un grand débat national pour les autres régions, de l'extrême nord, de la Damawa, etc. Nous ne sommes qu'au départ, du moins c'est ce que je pense, c'est ce que j'espère. Merci, c'est compris. Eric Tchinji, je souhaite qu'on voit avec vous ce que vous souhaitez voir qui sera spécifique aux 2 régions anglophones. Après, on enclenchera le débat de l'implémentation avec le ministre Momo. Qu'est-ce que vous souhaitez voir? Le docteur Eric de Georges Ewane parlait déjà de House of Chiefs, c'est bien ça, j'ai bien prononcé. C'est déjà un aspect important que les chefs puissent avoir une plateforme où ils peuvent se retrouver. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez retrouver? L'essentiel de tout ça, c'est quoi? C'est que le peuple ne ressentait plus la présence du gouvernement dans sa vie de tous les jours. Ce que nous voulons, ce que nous recherchons, c'est que l'homme qui est à Buea ou à Nkambé ou je ne sais pas où, sent quand même la présence du gouvernement, qui l'aide dans ses préoccupations. C'est ça l'essentiel. Qu'on y arrive par fédération, par régionalisation, je ne sais pas moi, mais que la personne qui travaille à Bandung est obligée de venir à Yaoundé pour toucher son salaire. C'est dans des petits trucs comme ça que l'école, quand il y a un problème avec l'école, qu'on puisse résoudre ce problème sur place. Sur place, si possible. Donc, en fait, qu'on y arrive par n'importe quel moyen, l'essentiel, en fait, c'est que les citoyens ressentent, n'est-ce pas, la présence dans sa vie de tous les jours du gouvernement. D'accord. Le grand dialogue national a été un succès. Il est maintenant temps de donner la chance aux Camerounais de revivre, en implémentant les propositions issues de ce grand dialogue. Il est donc temps de faire confiance au grand dialogue national. Il est aussi temps pour que, ceux qui ont pris les armes, les déposent le plus rapidement possible. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.